Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui nous allons observer à la loupe les œuvres d'Amandine Lefebvre, car elle fourmille, vous allez le voir, de 1001 détails. Nous prendrons soin de notre peau et pour cela nous utiliserons les savons de Sophie, des savons bio, écolo, créés à Cattenom. Étienne Martin nous emmènera quant à lui à Gorze pour y découvrir son palais abbatial. Tout cela sans oublier notre clip de la semaine ou encore nos idées de sortie. Mais tout de suite, les Lorrains prennent la parole dans le magazine Parole cause toujours, tu m'intéresses, une revue collaborative sans langue de bois, dans laquelle il est bien sûr question des Lorrains, de la Lorraine, mais de plein d'autres sujets encore. Retrouvons tout de suite le grand reporter, auteur et photographe Francis Kocher pour nous en parler. Bienvenue dans la boîte à malice. All night. Francis Kocher, bonjour. Bonjour Alicia. Je suis très heureuse de te retrouver ici à la librairie Autour du Monde à Metz pour découvrir avec toi le deuxième numéro de Parole cause toujours tu m'intéresses, qui est paru aux éditions Parole de Lorrain. Il s'agit d'un ovni dans le paysage littéraire ici en Lorraine, puisqu'il s'agit, et c'est écrit là, d'un magazine des Lorrains. Ça veut dire qu'à l'origine, il y avait une envie de donner la parole aux Lorrains et surtout de la donner librement, et peut-être à des plumes qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire. Ben oui, ça c'est d'abord une histoire et une personne, c'est celle de Guy-Joseph Feller, mon ami qui était à l'époque directeur de l'agence du Républicain Lorrain à Longwy, au moment où ça chauffait à Longwy, et par la suite il a eu envie, parce qu'il était lui-même auteur, écrivain, il a envie de créer une maison d'édition qui s'appelle Parole de Lorrain, où il a recueilli de nombreux témoignages, poésies et autres de gens de ce pays du fer, raconter cette saga, cette story. Et ben voilà, cette maison d'édition a plutôt bien marché et ça lui a donné envie un jour récent de se dire mais pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas notre champ, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à travers la Lorraine ouvrir un grand chantier pour qu'on entende des paroles, des images, des mots, des histoires et un territoire qui à sa manière et à la manière des gens qui y participent soit quelque chose qui soit un territoire de fraternité, un territoire un peu de fort en gueule aussi, mais de gens qui aiment toutes sortes de choses et qu'on ne lit pas ou on ne voit pas souvent parce que justement il manque ce support. Ce qui veut dire que chaque Lorrain ici qui regarde en ce moment l'émission est libre de pouvoir y contribuer à ce magazine. Mais bien sûr, oui, il n'y a pas de star, voilà, c'est des gens qui, quelque part, mais font quelque chose, disent quelque chose, ont une parole à prendre et à échanger surtout. Et tu parlais de fraternité, on ressent cela en lisant ce magazine. On a l'impression vraiment que ça a été fait qu'une bande d'amis, une bande de copains, que c'est extrêmement collaboratif. Extrêmement. Alors moi je connais pas les trois quarts des gens qui ont écrit là-dedans, sinon que on est ensemble du coup et puis qu'on va s'intéresser à ce que l'un fait, l'autre. Et puis j'ai beaucoup aimé par exemple que dans ce numéro 2, la parole d'ouverture soit donnée à des femmes. Exactement. Et, à Zoé d'Entretemps. Zoé d'Entretemps qui aborde le féminisme d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'elle est absolument pas dogmatique. Et ça fait plaisir parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses qui sont assez des positions campées, dures, qui séparent. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien les choses qui rassemblent, les gens qui réfléchissent ensemble, qui essaient de construire un monde ensemble. Et je trouve que Zoé fait très très bien ce travail. Et on sent qu'il y a une vraie liberté de ton, et c'est ça aussi qui fait la force de ce magazine. On n'a pas peur d'aller gratter, d'aller déranger un peu. Mais il y a non. même une rubrique avec des hauts et des bas qui est destinée aux polémistes. Tout à fait, tout ceux poil. qui ont un bon coup de gueule à donner. Ouais. Mais ça, c'est, je crois, une vieille tradition ouvrière qu'il y avait dans le PIO, dans tout ce pays de la Fench aussi. C'est vrai que la Lorraine, elle en a quand même bavé pas mal. Hein. Et donc, ça crée des caractères. On a parlé de féminisme là avec Zoé, on parle de poils également, on va parler d'écologie, on va parler, même on va s'intéresser aux migrants, on va parler d'art, de poésie. On peut tomber, on va le voir dans quelques instants avec Christian Leguet. Ben Il y a des intermèdes dans ce livre. Guy-Joseph m'avait invité parce qu'il sait que je suis photographe, il regarde souvent mes photos sur
mon site Facebook. Et à un moment, dans la construction de la revue, je lui dis, mais attends, moi j'aime bien, c'était gentil, tu m'as ouvert les pages pour des photos de messe, mais je connais quelqu'un qui fait des photos absolument extraordinaires depuis bientôt 50 ans, qui est peut-être le meilleur œil sur Metz, c'est Christian Leguet. Oh, pas de problème. Et je lui dis, bon, on pourrait peut-être lui demander de donner une ou deux photos. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc je dis à Christian, sélectionne 10 photos, et puis envoie-les. Il a pris les 10 photos. Christian Leguet, bonjour. Bonjour. Alors tu es photographe, on te connaît bien, on a eu l'occasion souvent de te recevoir sur Via Moselle TV. Et ici on se trouve à Metz, dans un endroit particulier, puisque ce point de vue nous vaut l'objet d'une magnifique photographie qui se retrouve dans le magazine Parole. Alors chaque photographie offre un point de vue, un regard. En l'occurrence, à travers cette photographie, on a ton regard ici. Comment est-ce que tu l'as construite cette photo? Alors, donc ici, on est en haut de la colline Sainte-Croix, qui est ma colline à moi, parce que je l'adore et que j'habite à 300 mètres. Cette rue en particulier est assez unique à Metz, parce qu'en fait, il y a deux rues qui se superposent. Et ça donne pour un photographe, ça donne l'occasion d'avoir des points de vue assez intéressants. Il y a tout un travail aussi qui se joue avec la lumière, puisque là on est sur une photo prise de nuit, avec une ambiance assez particulière qui se dégage. Donc tout ça aussi c'est un vrai travail de photographe. J'aime bien l'heure bleue, c'est-à-dire quand la nuit n'est pas tout à fait tombée, et que le ciel est encore bleu, un peu, avec des lumières un peu moins contrastées qu'en pleine nuit. Donc ça c'est mes heures pour faire la photo de nuit, c'est ce que j'adore. Et puis donc je suis arrivé là et j'ai vu une scène qui me faisait penser un peu, oui, c'est un peu cinématographique comme ça, parce que c'est nostalgique, en même temps, le monsieur qui promène son petit chien, l'âme qui sort, voilà, ça raconte un peu une histoire. J'aime bien un peu raconter des histoires de vie. Une anecdote peut-être aussi à nous donner sur d'autres photos que l'on peut retrouver dans le magazine Parole. Oui, une que j'aime beaucoup, c'est celle de la place Saint-Louis, avec les arcades, et qui illustre un peu ce côté lumière oblique, ombre et lumière, et j'essaie d'amener beaucoup de graphisme dans la construction de l'image. Et ça, c'est une illustration parfaite. Parce qu'il y a quelques articles dont tu auras envie de nous parler, on ne peut pas tous les évoquer. Là, je vois Philippe Maurice, par exemple, La vie comme terrain de jeu. Là, on a un artiste là, dont on peut découvrir les créations. Voilà. C'est une galerie, en quelque sorte. Hein. Voilà. C'est un petit portfolio. On a de la photo. Moi, j'ai vu Paul Couturiot aussi, qui est un romancier, qui raconte justement son retour à Metz et la passion qu'il a vu naître en lui de cette ville qu'au fond, il connaissait sans vraiment la connaître et maintenant dans laquelle il se sent vraiment chez lui, quoi. Et puis donc, moi j'aime bien qu'il y ait cette partie littérature aussi. Laurent Petit-Mangin a été un des grands auteurs qu'on a vu apparaître. C'est un premier roman tout à fait chouette qui se passe entre Thionville et Metz et qui a surpris toute la critique nationale lorsqu'il est sorti. On va trouver et on va montrer au fur et à mesure dans tous les secteurs de la Lorraine des gens qui ont un talent fou, quoi. Tous les participants sont bénévoles, il faut Tous les participants préciser. sont bénévoles, ne sont payés que les imprimeurs, les maquettistes et les libraires, ce qui est normal. Pour le reste, non, c'est vraiment coopératif et ça, c'est aussi un côté vachement intéressant, quoi. Alors Francis, il faut savoir que tu as donc contribué en tant qu'auteur à ce magazine, mais on te retrouve aussi à travers un portfolio à l'invitation de Guy-Joseph Feller. Très beau portfolio où on te découvre en tant que photographe à arpenter les rues de la ville de Metz, ici notamment. Mais oui, mais ça, la photo, c'est quelque chose qui est venu à moi un peu sur le tard. Quand j'étais grand reporter, je partais dans le monde entier sur des événements. Et évidemment, je n'avais pas de photographe avec moi. Donc pour revenir et pour envoyer des choses, pour écrire, je faisais mes photos moi-même. Et ça m'est devenu une passion tout à fait indispensable. Donc j'ai fait plusieurs livres, textes et photos, que ce soit des livres de géopolitique, sur les murs du monde dans les lieux de conflit, ou bien ma passion pour Metz dans Je vous écris de Metz. Faire le livre texte et photos, c'est quand même un super cadeau, quoi, hein. Je suis en train de préparer un abécédaire de Metz maintenant, c'est de la même façon qu'un open bar. Et donc je suis très très content de pouvoir montrer cette facette aussi de ma personnalité. Par exemple, tous les matins, je sors 2h30 dans la ville. Tous les matins, je marche, j'arpente et je regarde. Je suis attentif, je fais comme Cartier-Bresson, j'attends l'instant décisif et il arrive toujours.
il arrive tous les jours. Donc c'est un moyen pour moi aussi de me dire, vas-y, crée, c'est pas parce qu'on est dans un temps d'enfermement et de claustration, etc. Non, sors, vas-y, regarde comment vit le monde en ce moment et c'est super intéressant. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que dans cette revue, on donne la parole par exemple à un auteur et dramaturge belge, Paul Mathieu, qui écrit magnifiquement bien, c'est un poète, et il raconte sa vision de la Lorraine vue de Belgique. Et puis juste après, eh bien, on découvre toute une série d'itinéraires, de découvertes, à vélo le long de la Meuse, Stenay, tout ça. Donc on peut se balader de Neufchâteau à Vaucouleurs, de Vaucouleurs à Saint-Miel, de Saint-Miel à Verdun, etc., de Verdun à Stenay, à pied, à vélo, ou je ne sais pas, en ULM peut-être. Que du bonheur ensemble. Ah ouais, des beaux paysages et des incitations à sortir de chez soi, quoi. Je te laisse le mot de la fin. Allez, convainc les téléspectateurs, si ce n'est pas encore fait, de te procurer. Ah ben, passez dans toutes les bonnes librairies, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et les maisons de la presse aussi. Faites vivre votre région. Moi, je dis, à un moment, on a eu une crise des gilets jaunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de l'expression, parce qu'il y a une crise de la solidarité, parce qu'il y a une crise du vivre ensemble. Eh ben, on a une réponse à cette crise. Eh bien voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Il faut prendre la parole, point barre. On va la prendre. Merci, Francis. Merci. Le premier et deuxième numéro de Parole vous attendent à la librairie Autour du Monde, à Metz. Ils seront également disponibles sur le stand de la librairie à l'occasion du Livre à Metz qui va se dérouler fin juin. Et puis bien sûr, vous pouvez vous les procurer dans toutes les bonnes librairies de Lorraine. Et il ne vous aura pas échappé que c'est déjà la deuxième fois que je vous parle d'un MOOC. Le MOOC, cet objet non identifié entre le magazine et le livre. Je vous avais déjà présenté Court-Circuit. Là maintenant, je vous présente Parole, deux MOOC, deux identités, deux univers. Et ça a donné envie à Francis Kocher de s'interroger à ce sujet avec Anne-Marie Carlier de la librairie Autour du Monde. Anne-Marie, les MOOC, c'est une forme d'édition assez récente. Elle a à peine 10 ans maintenant. Hein. C'était le Creuset de 21 notamment, par Patrick de Saint-Exupéry. Comment toi tu as accueilli ça en tant que libraire et lectrice ? Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'avais invité Patrick de Saint-Exupéry pour 21 parce que pour moi, c'est du reportage. C'est vrai qu'il était plus dans le créneau reportage. Les revues, elles commençaient un peu à s'étioler, mais au moins dans les librairies. Et là, je trouve que ça a redonné une visibilité à toutes les revues. C'est vrai que c'est très varié, comme dans un numéro. Et je me souviens d'une lectrice qui me disait « Mais alors moi, le foot, j'en ai rien à faire. » Mais vu qu'il y avait un article dans 21, je l'ai lu. Du coup, je l'ai lu, oui. Et pour moi, ça rejoint un peu la mission aussi de la librairie d'ouvrir sur le monde. Ouais. Et je me dis, c'est génial, si on peut ouvrir sur d'autres choses que ce dont on a l'habitude de lire, pour moi, c'est vraiment génial. Alors, c'était les grands frères, voilà. Font tout cela. Et c'est vrai que de voir deux revues comme ça, deux coup sur coup, naître ici, je me dis, mais c'est super vivifiant. C'est que la région, elle vit et qu'il y a de la création, il y a des envies, il y a de la vie. Et je trouve que voilà, en plus, papier glacé et tout. Attention. Et effectivement, ces deux MOOC sont absolument soignés, tant sur le fond que sur la forme. Je vous les recommande vivement. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à participer au festival du film documentaire sur la ruralité, le festival Caméra des Champs de Ville-sur-Iron. Un festival qui cette année va se dérouler uniquement en ligne, crise sanitaire oblige. 17 documentaires ont été sélectionnés, des documentaires qui ont pour fil conducteur la République au village, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir nos campagnes, de réfléchir également sur les enjeux du monde rural. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. On sait bien qu'on ne pourra pas transmettre la mémoire d'un site sur des centaines de milliers d'années. Il y a une identité quand même importante que l'école crée. Le village meurt sans école, sans enfants. Ça apporte du monde. Même à l'épicerie, je vois le soir, les gens ils viennent chercher les enfants à l'école ou au bus et ils viennent du coup chercher un bout de pain, un bout de fromage, toujours quelque chose. Et du coup, ça nous fait vivre à nous aussi l'école. Pour rien au monde aujourd'hui, je changerais de métier.
Le festival Caméra des Champs qui va donc se dérouler en ligne du 16 au 23 mai via la plateforme Nouzi. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller faire un tour sur le site, c'est gratuit et vous pourrez ainsi visionner 17 documentaires magnifiques sur le monde rural. Et puis vous pourrez également assister à différentes rencontres avec des réalisateurs. Tout cela se passe sur le site qui est apparu à l'écran. Et maintenant, je ne résiste pas à l'envie de vous emmener faire un tour au parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, un parc qui va enfin rouvrir ses portes, tout d'abord les 19, 20 et 21 mai pour les abonnés, et puis enfin le 22 mai pour le grand public, histoire que vous preniez un grand bain de nature, que vous admiriez les 1500 animaux domestiques et sauvages présents sur le site, et puis grande nouveauté, la volière des tétras qui vous attend aussi sur place. Regardez ces images, on embarque. On a vraiment hâte d'y retourner, alors notez encore une fois ces dates, 19, 20, 21 mai pour les abonnés, et puis à partir du 22 mai pour le grand public. Et notez toutefois que les visites sont réglementées, il est donc impératif de réserver et d'acheter ses billets en amont. Et s'il y a quelqu'un qui aime également les animaux, c'est l'artiste Amandine Lefebvre qui les glisse parfois dans ses œuvres d'art, des oiseaux, des hiboux, des cerfs qui s'invitent dans un monde miniature, un travail d'orfèvre à observer à la loupe. C'est tout un monde dans lequel Amandine Lefebvre nous invite à nous perdre. Un monde en noir et blanc, dessiné à la pointe extra fine, un monde à regarder à la loupe pour en saisir les moindres détails. S'émerveiller d'une façade, imaginer une vie derrière chaque fenêtre. J'essaye de m'inspirer de bâtiments existants, donc à partir de photos, ou aussi de bâtiments imaginaires, donc je compose mes paysages. Et ce que j'aime surtout faire, c'est rajouter de la vie derrière ces murs et créer des petites histoires. J'essaye d'amener du positif, un peu de poésie, un peu d'humour pour ravir les gens qui regardent mes dessins et qu'ils puissent y retourner à plusieurs reprises pour découvrir encore de nouveaux détails. Et pour en arriver à un tel résultat, autant dire que patience et minutie sont les bienvenus. Deux qualités qui permettent à Amandine de s'échapper pour nous offrir sa vision de la réalité. Alors pour cette œuvre notamment, j'ai mis presque 200 heures à la réaliser, donc j'ai commencé par l'aquarelle et ensuite j'ai dessiné toutes ces maisons qui sont en fait des maisons de l'avenue Foch et je me suis amusée à faire des petites références à certains artistes. On voit notamment ici Mondrian, on voit Miro. On voit encore des graffeurs que j'affectionne comme Monsieur Chat ici. Ou encore Keith Haring ou Obey, des artistes de street art qui l'inspirent beaucoup et qui s'invitent dans ses œuvres par touches de couleurs. Car le thème de prédilection d'Amandine reste bel et bien le noir et blanc qu'elle façonne au gré de son humeur, des compositions instinctives qui ne laissent aucune place à l'erreur. Je m'amuse à créer des petits personnages, notamment ici aussi des caméras. La panthère rose ou encore mon fils qui m'a dit de faire 20 milieux sous les mers ici. Donc, je ne sais pas ce que je vais y mettre à l'avance, mais selon ce que je vois par exemple sur un reportage ou ce qui m'entoure, je crée des petites histoires selon mes envies, mes humeurs. Des humeurs qui la conduisent peu à peu vers la peinture, où cette fois la couleur explose. Sur ces toiles, les oiseaux prennent place, ces architectes qu'elle aime pour leur légèreté et leur vivacité. L'amour qu'elle leur porte est tel qu'elle glisse d'ailleurs un hibou protecteur dans chacune de ses œuvres. Ne reste plus qu'à trouver où il se niche. Si comme moi, vous avez craqué sur les magnifiques dessins d'Amandine Lefebvre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook pour passer commande. Et s'il y a quelqu'un qui passe l'histoire cette fois à la loupe, eh bien c'est bien notre chouchou Étienne Martin qui aujourd'hui a décidé de nous emmener à Gorze. Aujourd'hui, nous sommes au palais abbatial de Gorze. Alors, qui dit abbatial dit abbaye. Il s'agit de l'abbaye bénédictine de Gorze. C'est une abbaye qui avait été fondée vers 750 par Crodgang, qui est détruite en 1552 lors du siège de Metz. Et par la suite, l'abbaye finalement n'est pas relevée de ses ruines. On en garde simplement le titre. Elle est même
sécularisé, c'est-à-dire que vous n'avez plus des moines, adieu les bénédictins, mais vous avez à la place un chapitre de chanoines et à la tête un abbé qui en garde le titre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour les questions de revenus, pour les questions de rente. C'est un titre de prestige et finalement, à la fin du XVIIe siècle, le troisième abbé de Gorze, à savoir l'abbé Philippe Eberhard de Lovenstein de Bavière, décide de reconstruire, de construire le palais abbatial dans lequel on se trouve. Alors, il va mettre 4 ans, de 1696 à 1700, pour faire construire ce palais dont les plans sont confiés à un grand architecte alors de Lorraine qui s'appelle Pierre Bourdic. Alors, Lovenstein de Bavière va habiter dans ce palais, et vous voyez, il en fait faire une décoration très soignée. En témoignent, juste à côté de moi, les bas-reliefs qui représentent des scènes mythologiques. On pourra s'en étonner, mais à l'époque, la mythologie a beaucoup d'importance. Des scènes mythologiques de l'histoire de Jason et Médée. Alors Jason, c'est l'histoire de la toison d'or, cette fameuse peau de mouton doré qu'il va conquérir avec ses compagnons, les Argonautes, en Colchide. Et puis Médée, c'est cette affreuse sorcière. Alors, juste à côté de moi, vous avez l'épisode heureux, c'est le mariage entre Jason et Médée. Et puis de l'autre côté, sur le pendant, vous avez par contre l'épisode affreux. Médée vient de tuer ses 2 enfants, infanticide, et elle s'enfuit dans un char de feu dans le ciel. Donc vous voyez des sujets mythologiques qui peuvent surprendre pour un palais abbatial. Alors, l'abbé Philippe Eberhard de Lovenstein va y résider, et puis par la suite, au XVIIIe siècle, eh bien, les autres abbés ne résideront pas ici à Gorze, ils préféreront habiter en ville, à Metz, et finalement, c'est le doyen du chapitre, c'est-à-dire le supérieur des chanoines, qui résidera ici dans ce palais abbatial. Il est vendu comme bien national à la Révolution, et après la Révolution, au XIXe siècle, c'est le département de la Moselle qui rachète le palais abbatial et qui y installe un hospice. Durant quelques temps, on va y avoir même des militaires, de la cavalerie, et puis par la suite, ça va rester de nouveau dévolu aux hospices de Gorze, et il y aura une communauté religieuse, les Filles de la Charité, donc communauté hospitalière qui s'y installeront. Alors, ce magnifique palais abbatial, ben voilà, c'est le témoin, si l'on pourrait dire, de l'histoire de l'abbaye de Gorze, qui a retrouvé une certaine dynamique à la fin, toute fin du XVIIe siècle, au XVIIIe, qui a connu finalement des certaines fêtes, même si les abbés ne résidaient plus ici, c'était un lieu de détente finalement pour les parlementaires de la ville de Metz, qui venaient comme y passer, on dirait aujourd'hui les week-ends si vous voulez, mais vous voyez, c'était une sorte de grosse campagne, et puis ensuite qui a été dévolue entièrement en tant qu'hospice. Alors venez voir ce beau palais, venez voir les sculptures qui sont magnifiques en pierre de Jaumont, venez voir le décor extrêmement soigné, extrêmement léché, qui témoigne en fait du riche passé de la ville de Gorze. Merci beaucoup Étienne, on n'hésitera pas à se rendre sur place à Gorze pour découvrir ce palais. Et vous aurez remarqué qu'Étienne avait très bonne mine et qu'il avait très bon teint. Peut-être utilise-t-il les savons de Sophie, des savons 100% écolo, créés à Cattenom. Jean Milon a voulu lui aussi s'y frotter. Suivez-moi, je vais vous emmener au laboratoire. On l'a installé au fond du jardin, dans une pièce spécifique où on ne fait que ça. On pourrait se croire dans une série américaine. Voilà notre laboratoire, notre petit laboratoire. Mais détrompez-vous, ce sont bien des savons que Francis et Sophie fabriquent dans leur garage aménagé. Et depuis mars dernier, leur création bio et écologique, d'abord expérimentale pendant près de 6 ans, ont pris une tournure bien plus officielle. Un matin, il me dit bah, tiens, et si on créait notre entreprise ? Bon, pourquoi pas ? Lançons-nous dans l'histoire. Aujourd'hui, les 2 apprentis savonniers développent et commercialisent 3 variétés. L'authentique, à l'huile d'olive, l'essentiel aux vertus hydratantes et la rosée, fait d'argile. Mais avant d'obtenir ce produit brut, de longues heures de travail et d'attente sont au programme. Donc là, je prends tous mes huiles qui sont solides. Donc le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de palme et la cire d'abeille. Je les pèse pour avoir mes quantités désignées par la formule. Et après, je vais les faire fondre doucement. Pour se perfectionner, Sophie et Francis ont suivi des stages et des formations. Chaque gramme a son importance. Après, on a de la cire d'abeille. Ce matin, c'est l'authentique que l'on prépare. Une fois les ingrédients solides dissous, on ajoute de l'huile d'olive en assez grande quantité et enfin de la soude avant de mélanger le tout. C'est beau, hein, on en mangerait. Donc on les remplit à ras-bord sans faire trop déborder. Donc là, nous venons de réaliser 3 pains de 1,2 kg qui vont nous donner 30 savons. Pour les confectionner, il aura fallu au couple une grosse heure de travail.
Les savons dormiront ensuite au noir, puis au frigo, avant de les laisser se reposer une trentaine de jours. Enfin, il ne reste plus qu'à les démouler, puis les découper. C'est un petit peu une période sensible parce qu'on risque de casser les coins du savon au démarrage. Donc on y va plutôt doucement. Si leurs savons sont réputés bons pour la peau et les soucis d'eczéma, Sophie aime rappeler qu'ils ne remplacent pas un traitement médical. À 5 € l'unité, cette activité reste pour le moment un simple complément, mais le couple ne se met pas de barrière et pourquoi pas d'ici quelques temps, vivre de leurs inventions. Et en voilà encore une belle initiative à saluer, vraiment privilégions les circuits courts, les savoir-faire locaux, et allez faire un tour sur le site si vous souhaitez vous aussi vous procurer les savons de Sophie. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, je vous propose comme toujours de le faire en musique, avec aujourd'hui un duo qui s'est improvisé avec le guitariste-compositeur Jean-Pascal Beaufort et l'auteur-compositeur-interprète Florent Simon. Ensemble, ils ont donné naissance à la chanson The Hater, une chanson absolument délicate, très éthérée, forcément, une chanson qui invite à la poésie, au voyage. Écoutez, allez, bye bye. Hear this in the echo of my feast, pounding hard on the shadow of my feet, like the humming of the breeze and the foaming wake of my dreams. If only I'd seen invisible wires pulling you up, dancing like fire, I'd have stayed on the key, frozen in time. So long, I have everything I need to set for small.